J'invite le professeur Emmanuel Gonzalez de Paris-Bicêtre pour nous parler de la modification éventuelle de l'histoire naturelle de la maladie. Merci beaucoup. Donc moi je prends mes précautions pour ne pas avoir de chute de micro là, du coup. Xavier a bien présenter les résultats et les effets sur le prurite et les acides biliaires sériques. Et l'idée, en particulier chez les patients qui vont répondre à ce traitement, c'est est-ce que cette réponse pourrait être associée à une modification de l'histoire naturelle de la maladie, et en particulier une moindre progression de la fibrose, une augmentation de la survie avec phonatif, et peut-être, pour les maladies qui sont pourvoyeuses de carcinome hépatocellulaire, réduire le risque de carcinome hépatocellulaire. Donc voilà mes liens d'intérêt. Pour approcher une réponse à ces questions, parce que vous verrez que pour l'instant on n'a pas encore les données qui permettent de répondre définitivement, mais enfin on a pu pouler les patients inclus dans les essais cliniques qui ont été mentionnés précédemment, et essayer d'évaluer la survie avec phonatif en fonction de la réponse, soit biologique, soit clinique, aux médicaments. Donc pour ce qui est de la réponse biologique, on a défini 3 catégories de malades. Les malades qui étaient des répondeurs complets, enfin pour lesquels il y avait plus de 70% de diminution des acides biliaires sériques ou des acides biliaires sériques qui passaient sous les 70 micromoles par litre. Des répondeurs partiels chez qui les acides biliaires sériques diminuaient de 30 à 70%, et les patients chez qui les acides biliaires sériques ne diminuaient pas au moins jusqu'à 30% étaient considérés comme non-répondeurs biologiques. Et donc en fonction de ces 3 catégories de réponses biologiques, on a regardé la survie avec phonatif de ces patients. Alors vous voyez qu'il y a 39% globalement des patients qui étaient full répondeurs, 15% qui étaient répondeurs partiels, et donc un petit peu moins de la moitié des patients qui finalement étaient non répondeurs, ce qui veut quand même dire que même si on va voir qu'il y a des résultats vraiment très intéressants chez les répondeurs, on a quand même un peu moins de la moitié des malades qui sont non répondeurs et chez qui manifestement il va falloir trouver des solutions additionnelles. Donc pour l'intégralité de la cohorte, voilà les résultats, et donc on voit très clairement qu'il y a des différences significatives selon le degré de réponse biologique, avec en particulier chez les répondeurs complets une survie avec phonatif qui se maintient à 100%, avec un recul jusqu'à 3 années, avec bien sûr des chiffres qui diminuent avec le temps, puisque ce sont des études qui sont récentes. Et on voit bien que les non-répondeurs, eux, en revanche, ont quand même une survie avec phonatif qui diminue. Si on extrait les données issues des patients PFIC2, et donc il s'agit de patients PFIC2 qui comportent au moins une mutation faux sens parmi les 2 mutations. Donc de ces études ont été exclus les patients avec les génotypes les plus sévères. Et donc là on voit que c'est encore plus impressionnant, avec clairement une évolution favorable en termes de survie avec phonatif chez les patients qui répondent versus une survie avec phonatif qui va décroître chez les patients non répondeurs biologiques. Donc ça, c'est pour la réponse biologique. Quels sont les autres paramètres biologiques qui éventuellement pourraient être modifiés chez ces répondeurs? Et bien, on constate que chez les répondeurs, complets en bleu, partiels en orange, il y a également une amélioration des transaminases, une diminution de la bilirubine, et donc tout ça est assorti d'une discrète amélioration des scores de sévérité des maladies hépatiques. Si maintenant on s'intéresse à la réponse clinique, donc là on distingue les répondeurs cliniques versus les non-répondeurs cliniques, et sont définis comme répondeurs cliniques les patients chez qui le prurite diminue d'au moins 1 point sur une échelle de 0 à 4. Et bien de la même manière, la survie avec phonatif est maintenue chez les patients répondeurs, alors que chez les non-répondeurs, il y a des transplantations qui sont effectuées. Et ce qui n'est pas très surprenant, puisque dans ces maladies, le prurite est une indication, et l'indication principale de transplantation. Donc des résultats intéressants sur des données de survie avec phonatif chez les patients répondeurs. Donc, comme je vous disais, ce sont quand même un peu plus de 50% des patients qui répondent, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer chez les non-répondeurs? Il y a d'autres molécules qui pourraient être utilisées en association avec les drogues
déjà disponibles, y compris les inhibiteurs d'ASBT, et qui pourraient peut-être augmenter le nombre de patients répondeurs en faisant des combinaisons plus complètes. Et donc, il y a des drogues qui modifient le cycle entérohépatique. Je pense par exemple aux inhibiteurs de NTCP qui vont empêcher la réabsorption hépatocytaire des acides biliaires. Il y a le Norurso, qui est une espèce d'urso encore plus hypercholérétique. Voilà, il y a un certain nombre de molécules qui sont soit en développement, soit pour la plupart de celles qui sont sur cette slide déjà disponibles et utilisées dans d'autres indications. Il y a une stratégie complémentaire qui est la pharmacothérapie ciblée, qui consiste à corriger directement les conséquences des mutations. Donc ça passe par une étude de caractérisation des conséquences des mutations dans des modèles précliniques et utilisation de petites molécules qui ont la capacité soit d'induire la translecture d'un codon stop, soit de retargeter une protéine retenue dans le réticulum endoplasmique ou de potentialiser la fonction d'une protéine non fonctionnelle. Et ça, c'est ce qui est tout à fait effectué dans le domaine de la mucoviscidose avec des résultats absolument spectaculaires. Et c'est une stratégie qui pourrait tout à fait s'intégrer en complément des IBAT inhibiteurs et qui pourrait augmenter le pourcentage de patients répondeurs. Et puis, bien sûr, il y a la thérapie génique qui, pour les malades les plus sévères, très clairement apparaît comme l'espoir principal. Je ne rentre pas dans les détails, mais notamment, il y a des données précliniques déjà disponibles dans la PFIC3. Et j'espère que dans les années à venir, on aura l'occasion de débuter des essais cliniques de thérapie génique dans ces maladies, même s'il y a des problématiques spécifiques à ces maladies fibrogènes et que les premiers résultats viendront probablement des maladies métaboliques où on traite un foie qui finalement n'est pas malade. Donc pour conclure, on a clairement un signal que ces molécules, les IBAT inhibiteurs et l'ODVXIBAT en particulier, ont la capacité de modifier l'histoire naturelle de la maladie en augmentant la survie avec phonatif, et ça c'est particulièrement associé à la réponse biologique qui est souvent corrélée à la réponse clinique. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à nos définitions de répondeurs. Est-ce qu'un répondeur, c'est un répondeur clinique? Est-ce que c'est un répondeur biologique? Ou est-ce que c'est un double répondeur? Bon, ça c'est à affiner. Pour l'instant, on s'est intéressé à la survie avec phonatif, mais est-ce que cette survie se fait avec une bonne qualité de vie? Vraisemblablement, puisque ça diminue le prurite et que c'est quand même le prurite qui impacte le plus négativement la qualité de vie de ces patients, mais ça n'a pas été directement mesuré. On ne sait pas grand-chose de l'évolution de la fibrose chez les répondeurs et du risque de CHC à long terme. Ce qu'on sait quand même, c'est que chez les malades qui avaient une réponse à la dérivation biliaire chirurgicale, la maladie était extrêmement stable et on peut espérer quelque chose de similaire chez les répondeurs aux IBAT inhibiteurs. Pour ce qui est des non-répondeurs, y a-t-il encore une place pour la dérivation biliaire chirurgicale? J'en suis pas convaincu, c'est une question ouverte. Et je vous ai montré qu'il y avait d'autres possibilités thérapeutiques, que ce soit la pharmacothérapie ciblée, d'autres façons de moduler le cycle entérohépatique ou encore la thérapie génique, qui probablement auront un potentiel à l'avenir de modifier encore plus l'histoire naturelle de ces malades. Je vous remercie pour votre attention. Et avant de conclure, excusez-moi, il faut que je vous fasse réfléchir à ce... En tout cas, que vous ayez l'occasion de vous exprimer sur cette question. Donc, au vu de l'intégralité des données présentées au cours de ce symposium, comment envisagez-vous d'utiliser les inhibiteurs d'ASBT chez un patient atteint de PFIC qui présente un prurite sévère et des acides biliaires élevés? Est-ce que vous l'utiliseriez d'emblée en première ligne en association avec l'URSO? Est-ce que vous le mettriez en deuxième ligne si le patient ne répond pas à l'URSO? Ou en troisième ligne après un échec d'URSO et de rifampicine? Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. L'idée, c'est de discuter. Et là, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, on a à peu près mangé tout le temps du symposium, mais on peut peut-être permettre une question avant de passer ou deux avant de passer clore et passer aux communications orales de nutrition. Est-ce que dans la salle, rapidement, une question? Professeur Sokal et docteur Lacaille. Les places sont prises.
Merci. Emmanuel, quand tu parles de répondeurs, bon, finalement, diminuer le prurit de 1 point sur une échelle de 4, et on voit que tout cela, aucun n'est greffé, alors que tu dis que finalement le prurit est la cause de la greffe. C'est un tout petit peu étonnant. Finalement, est-ce qu'on se satisfait de cette réponse de 1 sur 4 ? Parce que tu dis qu'il y a 50% de non-répondeurs, et dans les répondeurs, on inclut également ceux qui répondent, je dirais, légèrement. Quel est ton point là-dessus ? Est-ce que cette définition de répondeur, tu en as déjà un peu parlé, est la bonne ? Est-ce que, en d'autres termes, la qualité de vie de ces patients va être suffisamment améliorée que pour se passer d'autres options ? Merci Étienne pour cette question. Effectivement, ça n'a pas été spécifiquement encore étudié. Mais le delta, c'est au moins 1 point de réponse. Moi, mon expérience, c'est que les patients qui répondent, notamment aux dérivations chirurgicales, il y a quand même un côté un peu on-off. C'est-à-dire que quand tu es répondeur, je dirais c'est un peu différent d'ailleurs du syndrome d'Alagille. Les répondeurs vrais, ils normalisent leurs acides biliaires, ils normalisent leur bio et ils ne se grattent plus du tout. Et donc chez ceux-là, je crois qu'on peut être extrêmement optimiste. Pour moi, c'est ça le répondeur prototypique, si tu veux. Après, il faudra qu'on affine un petit peu plus et qu'on voit quelle est la proportion de sous-répondeurs ou de répondeurs à minima et quel est vraiment le bénéfice chez ces patients-là. C'est l'objet, je pense, des prochains travaux à faire. Et rapidement, docteur Lacaille. Oui, c'était juste l'objet des prochains travaux. Je voulais juste interviewer sur les mutations, mais je pense qu'on ne sait pas encore, et que c'est le but du registre TRIT-FIC de corréler la réponse ou la non-réponse au type de mutation pour savoir si derrière on rajoute on essaye une molécule en combinaison ou quelque chose comme ça pour essayer d'affiner le traitement de ces patients intermédiaires. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est du on-off. Quand ils répondent, c'est 100%. Et puis après, il y a tous ceux qui sont un peu intermédiaires. C'est pas exactement l'objet de ce registre, mais ça fait partie des projets ancillaires qui vont se développer. Pour l'instant, les études ont évalué quand même des patients qui avaient des profils génétiques un peu favorables, c'est-à-dire au moins une mutation faux-sens. Mais en fait, on sait que ces mutations faux-sens, elles ont des conséquences extrêmement variables. Il y a des mutations faux-sens sévères et il y a des mutations faux-sens très light. Et effectivement, une mutation faux-sens, ça veut dire que soit la protéine est retenue dans le réticulum, soit la protéine est correctement adressée mais non fonctionnelle. Et là, on a 2 leviers d'action très clair en pharmacothérapie ciblée, avec des molécules qui n'ont pas été designées pour les déficits en biceps, donc là je parle de la PFIC2, mais pour la mucoviscidose, et qui clairement fonctionnent très bien dans la muco. Alors est-ce que les mêmes drogues auront les mêmes effets dans les déficits en BSEP? C'est à voir, mais ça veut dire que conceptuellement, on sait qu'on est en capacité d'identifier des drogues qui vont être capables de corriger le targeting ou la fonction de ces patients. Et donc, moi, j'ai bon espoir qu'en combinant ces approches, les patients qui auront au moins une mutation faux-sens, on sera en capacité de leur proposer quelque chose auquel il répondra. Après, il reste la question de ceux qui ont 2 mutations sévères. Là, il va falloir trouver autre chose. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, il est temps de passer la main aux communications orales en nutrition. Merci à Albireo pour ce beau symposium.